Brian Wilson est l'un des plus grands artistes de tous les temps. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'artiste préféré de Paul McCartney, de Bob Dylan, et son surnom était simplement le Mozart américain. On parle ici d'un homme qui a inventé une façon de faire de la pop, un des plus grands génies de l'histoire moderne. Mais Brian Wilson était bipolaire. Il entendait des voix, il a passé des années sous l'emprise d'un psychothérapeute, et quand il a enfin reçu un traitement qui fonctionnait, il a dit une phrase qui résume tout le sujet de cette vidéo. Je n'ai rien pu écrire depuis 3 ans, je crois que j'ai besoin de mes démons pour écrire, mais les démons sont partis. Et Brian n'est pas un cas isolé. Van Gogh peint ses chefs-d'œuvre dans un asile psychiatrique. Kurt Cobain souffrait de dépression chronique et d'addiction, Amy Winehouse souffrait de troubles bipolaires, plus récemment Kanye West a révélé avoir traversé un épisode maniaque. La liste est si longue qu'elle finit par ressembler à une règle. Ce qui m'amène à une question, les génies créatifs sont-ils obligatoirement fous ? Avant d'aller plus loin, il faut qu'on définisse les 2 mots principaux de cette question. Le premier, le génie. On l'utilise un peu trop souvent à mon goût, mais un génie, ce n'est pas juste quelqu'un de talentueux qui a du succès. Je m'excuse d'avance pour tous les fans de Drake, d'ailleurs j'en suis un moi-même, mais on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas un génie. Il a du talent, il a du succès, mais un génie, c'est quelqu'un qui change les règles du jeu de manière irréversible. Quelqu'un qui fait en sorte qu'après lui, on ne puisse plus créer de la même manière. Brian Wilson rentre dans cette case. Il a été le premier à superposer des dizaines de pistes, des instruments classiques et des harmonies vocales complexes. Et après lui, toute la musique pop a changé. Les Beatles ont entendu cet album et ont fait Sgt. Pepper's en réponse, le projet qui a inventé le concept même d'album tel qu'on le connaît aujourd'hui. Kanye a fait ça avec 808 Heartbreak, un album que personne ne comprenait en 2008 et qui a littéralement engendré toute la vague Drake, Kid Cudi, Travis Scott. La frontière entre talent et génie, c'est est-ce que tu joues dans un système existant ou est-ce que tu en crées un nouveau ? Deuxième mot, folie. Quand on dit qu'un artiste est fou, on mélange à peu près tout. L'épisode maniaque de Kanye West, la dépression de Kurt Cobain, la bipolarité d'Amy Winehouse. Ce sont des maladies radicalement différentes, avec des mécanismes radicalement différents. Mais dans le récit populaire, tout ça se fond dans un seul mot, fou. C'est pratique pour raconter une histoire comme ce que je fais. Par contre, on est d'accord pour dire que c'est catastrophique d'utiliser ce mot pour décrire des maladies mentales, mais bon, vous avez compris. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux ? L'idée ne date pas d'hier, mais d'il y a 2300 ans. Ça commence à remonter, à force. Aristote disait à l'époque « Il n'y a pas de grand génie sans un grain de folie ». Depuis, sa déclaration n'a fait que se confirmer, notamment avec les exemples que je vous ai cités. Même la science moderne semble donner raison à Aristote. En étudiant les biographies de 199 personnalités à succès, des artistes, des scientifiques et des athlètes, on a trouvé que les artistes avaient des taux de troubles mentaux significativement plus élevés que les 2 autres groupes, principalement de la dépression, du trouble bipolaire et des addictions. Les écrivains semblent particulièrement touchés. On a identifié chez eux un risque presque 2 fois plus élevé de suicider que dans la population générale. Alors si t'as un écrivain dans ton entourage, je te laisse mettre pause à cette vidéo, fais un petit FaceTime pour voir comment il va, et tu reviens après. Autre stat frappante, 70% des professionnels des industries créatives avaient vécu un burn-out dans l'année, ce qui est 32% plus élevé que le reste de la population. 44% des créatifs ont traversé une dépression au cours de leur carrière, soit presque 3 fois le taux moyen. Et chez les musiciens indépendants, le chiffre monte encore. 73% ont rapporté des troubles de santé mentale. 73%. Pour toutes les personnes qui détestent les maths, ça représente 7 musiciens indépendants sur 10. C'est énorme. À ce stade, l'affaire semble déjà pliée. Aristote avait raison, les chiffres le confirment, le mythe est validé. Mais tu commences à me connaître un peu, tu sais que quand une réponse semble trop simple, c'est qu'on n'a pas posé la bonne question. Parce qu'il y a un problème majeur avec tout ce que je viens de te raconter. Et ce problème porte un nom, le biais de sélection. Reprenons l'étude biographique, celle où on a analysé la vie de 199 personnalités à travers leur biographie. Dans cette étude, on oublie un facteur important. Les écrivains ont un intérêt narratif à rendre leur vie dramatique. Un génie stable et heureux, ça ne fait pas un bon bouquin. Un génie tourmenté qui se coupe l'oreille, ça fait un best-seller. À l'inverse,
Un athlète ou un scientifique n'a aucun intérêt à parler de drame ou de malheur. Enfin si, mais il va le faire différemment. Le drame de Michael Jordan, ça va être la mort de son père, et pas une addiction à l'héroïne. Alors dans ce cas-là, une étude qui aurait du sens serait une étude génétique. Parce que oui, on sait aujourd'hui que les maladies mentales ne sortent pas de nulle part. Elles ont une composante génétique. La bipolarité, la schizophrénie, la dépression, ça se transmet en partie par l'ADN. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre sujet. Une équipe en Islande a voulu savoir si les gènes liés à ces maladies se retrouvaient plus souvent chez les personnes créatives. Ils ont alors analysé les données génétiques de plus de 86 000 personnes, et j'ai le regret de vous dire, tous les artistes qui me regardent, donc les musiciens, les écrivains, les danseurs, les acteurs, etc., vous êtes 25% en plus susceptibles de porter des variantes génétiques associées aux maladies mentales. Alors je vous rassure tout de suite, 25% de plus, ça semble énorme, mais alors pour ceux qui font la vaisselle, posez l'assiette, et pour ceux qui sont en train de manger, arrêtez de mâcher, j'ai besoin de votre concentration. Il n'existe pas de gène de la créativité. Personne ne naît avec un gène qui dit « toi, tu seras artiste ». Ce sont des gènes qui influencent la manière dont ton cerveau traite l'information. En gros, la façon dont il fait des connexions entre les idées. Un cerveau normal filtre beaucoup. Il reçoit des milliers de stimuli et en élimine la majorité pour se concentrer sur ce qui est logique et pertinent. Les variantes génétiques liées aux maladies mentales réduisent ce filtre. Le cerveau fait des associations plus larges, plus inhabituelles, entre des concepts que la plupart des gens ne relieraient pas. À petite dose, ça donne la capacité de voir des liens que personne ne voit. C'est le cœur de la créativité. Mais à forte dose et combiné avec un environnement toxique comme des traumas, du stress et de la précarité, ce même mécanisme peut basculer vers la désorganisation de la pensée, au point d'en devenir une maladie. C'est pour ça que l'étude islandaise trouve une corrélation. Les créatifs portent un peu plus souvent ces gènes parce qu'ils bénéficient de ce filtre réduit à un niveau gérable. Mais ça reste un tout petit facteur parmi des centaines d'autres. Pour faire simple, imagine que la distance entre quelqu'un sans aucun talent artistique et un artiste accompli, c'est 1 km. Ces gènes-là expliquent 2,5 mètres de ce kilomètre. Tout le reste vient d'ailleurs. L'éducation, l'environnement, le travail et de 1000 choses qui n'ont rien à voir avec la maladie mentale. Donc ne vous inquiétez pas mes petits créatifs, vous n'avez pas réellement 25% de plus de devenir fou, surtout que j'ai l'argument qui fait s'effondrer le mythe. Les plus grands génies de ce monde sont scientifiques, et ils sont aussi créatifs que des artistes. Einstein est considéré comme le GOAT des génies, et il était profondément créatif. L'idée de la relativité générale n'est pas sortie d'un calcul, elle est sortie d'une expérience de pensée. C'est de l'imagination pure avant d'être de la physique. Marie Curie a inventé des méthodes expérimentales qui n'existaient pas. C'est de la créativité appliquée à la science. Quand on compare les artistes célèbres aux scientifiques célèbres, deux groupes tout aussi créatifs et tout aussi brillants, le lien entre maladie mentale et créativité disparaît presque entièrement chez les scientifiques. Sur 45 prix modèles, il n'y a aucune maladie mentale. 0. Si la folie était la source du génie, Einstein serait bipolaire, Marie Curie serait schizophrène. C'était pas le cas. Et même dans les arts, Mozart, Spielberg, Shakespeare, aucun trouble psychiatrique documenté. Des génies absolus, et pourtant pas de démons. Ce qui veut dire que l'équation génie égale souffrance est un raccourci. Mais du coup, quand Brian Wilson dit qu'il ne peut plus composer sous médicaments, est-ce la preuve que la maladie nourrissait sa créativité? Je pense plutôt que les traitements psychiatriques de l'époque étaient hyper puissants, et ils écrasaient tout. Ça arrêtait les voix dans sa tête, ça arrêtait l'angoisse, mais ça arrêtait aussi l'énergie, la sensibilité, tout. D'ailleurs, Brian Wilson a fini par trouver un meilleur équilibre thérapeutique. Il est remonté sur scène et a continué à composer au début des années 2000 et son travail a été acclamé unanimement. Les démons n'étaient plus là, mais le talent artistique est resté. Mais alors si la science et les contre-exemples disent que le lien entre folie et génie est inexistant, je me suis demandé pourquoi est-ce que ce mythe refuse de mourir. Je vais être honnête, en préparant cette vidéo, j'étais un peu déçu. Parce que quelque part, je voulais que le lien entre génie et folie soit réel. Il y a quelque chose de beau dans cette idée. L'artiste qui a sacrifié sa santé mentale au nom de l'art, en découvrant que la réalité est beaucoup plus nuancée, j'ai ressenti un truc bizarre, presque une frustration. Et c'est exactement ce qui m'a fait comprendre qu'on a besoin de ce mythe du génie fou. Un artiste qui souffre est considéré comme plus authentique qu'un artiste heureux. Back to Black d'Amy Winehouse est un chef-d'œuvre. Mais est-ce qu'il serait considéré comme le même chef-d'œuvre si Amy Winehouse avait été une femme équilibrée et sobre qui écrivait sur la douleur de personnages fictifs? On consomme la souffrance des artistes comme une preuve d'authenticité. Leur douleur valide notre émotion, et d'ailleurs, ça a des conséquences dévastatrices. Beaucoup d'artistes hésitent carrément à se soigner par peur de perdre ce qui les rend créatifs.
Et il y a un acteur qui profite de ça. Le grand méchant dans absolument toutes mes vidéos, l'industrie. C'est l'industrie créative qui rend les gens malades. Lorsqu'on regarde les données de l'industrie du cinéma et de la musique à travers le monde, 2/3 des professionnels créatifs rapportent des problèmes de santé mentale liés à leur travail. Précarité financière permanente, contrat au projet, journée de 18 heures, pression constante de renouvellement, exposition totale à la critique et au rejet, et malgré ça, ils restent, parce que c'est un métier passion, et ils représentent le rêve absolu. L'industrie exploite cette passion, et le mythe du génie tourmenté lui sert d'alibi. Ce n'est pas pour rien qu'on a observé un lien troublant entre célébrité et mortalité chez les artistes. Chez les musiciens, plus le temps passe après l'acquisition de la célébrité, plus le risque de mourir augmente par rapport à la moyenne. Surconsommation d'alcool, de drogue, de médicaments. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que la célébrité elle-même, des millions de personnes qui projettent leurs attentes sur toi, qui te réduisent à ton dernier album, aucun humain n'est programmé pour ça. Le mythe du génie fou arrange tout le monde sauf l'artiste. Il arrange l'industrie parce qu'il transforme l'exploitation en romantisme. Il arrange le public parce qu'il nous déculpabilise de consommer de la douleur comme divertissement. Il arrange la société parce qu'il évite de poser les vraies questions sur les conditions de travail dans les métiers créatifs. Alors voilà, je pensais que le génie venait de la souffrance mentale. La science m'a dit que c'était plus compliqué que ça, que la créativité et certaines maladies mentales partagent peut-être un bout d'ADN, quelques gènes qui façonnent une manière de penser légèrement différente de la norme, mais ce bout d'ADN n'explique presque rien. Et finalement, la différence entre un esprit créatif et un esprit malade, c'est l'environnement, le soutien, les conditions de vie et le traitement qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas. Brian Wilson a dit qu'il avait besoin de ses démons, mais ce dont il avait peut-être vraiment besoin, c'était d'un père qui ne le frappe pas, d'une industrie qui ne l'épuise pas, de médecins qui ne l'assomment pas et d'un public qui ne confonde pas son agonie avec de l'inspiration. Alors la prochaine fois que tu écoutes un album qui te bouleverse, demande-toi, est-ce que tu admires l'art ou est-ce que tu consommes la souffrance de quelqu'un ?